Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment le volet dynamique d'un territoire. Le fait que certains se lancent, ça permet de donner envie aussi de montrer que c'est possible, de montrer qu'on n'a pas forcément de raison de venir déprimer, de montrer qu'on est en capacité d'agir, que ce changement climatique ne nous met pas qu'en situation d'impuissance. Alors, la coopérative carbone, c'est un outil mutualisé pour les acteurs du territoire qui va permettre d'apporter l'ingénierie carbone et l'ingénierie financière pour les projets de réduction d'émissions ou de séquestration du carbone sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accompagner chaque acteur à évaluer son empreinte, la réduire, construire sa stratégie, son plan d'action de réduction d'émissions, et on va leur proposer des projets de séquestration sur notre propre territoire. Et par ailleurs, ces projets de séquestration, on les accompagne en les évaluant, en les labellisant et en instruisant finalement pour garantir le fait qu'ils vont vraiment avoir un impact environnemental et carbone. Ça fait déjà beaucoup de choses, on va rentrer dans le détail. Je le rappelais hors caméra, l'objectif de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, je crois que c'est 2 millions de tonnes sur l'agglomération, donc objectif 500 000 tonnes. Il y a 2 jambes pour ça, vous l'avez dit, c'est réduire les émissions et compenser celles qu'on ne pourra pas effacer. Sur le volet réduction des émissions, comment est-ce que vous allez travailler? C'est quoi vos axes de travail? Alors, sur les réductions d'émissions, les axes de travail sont multiples. On va parler de bâtiments, on va parler de mobilité, on va parler d'économie circulaire, d'énergie, mais plus largement, on va accompagner chaque acteur sur l'ensemble de ces volets-là pour qu'ils puissent se mettre dans une perspective de vision sur en quoi son activité ou son plan d'action est compatible avec un scénario de zéro émission nette et comment il va pouvoir se mettre en place sa transition. Alors quand vous dites les acteurs, c'est qui les acteurs? Les professionnels, c'est-à-dire les organisations, les entreprises, les associations, les collectivités, et puis les porteurs de projets qui viennent aussi avec des initiatives, avec des dynamiques d'un projet à vocation environnementale. Les citoyens dans tout ça? Et les citoyens. Les citoyens aujourd'hui ont leur place dans la coopérative, puisque c'est une SCIC comme on le disait tout à l'heure, et ils proposent des projets qui vont pouvoir avoir un impact sur la séquestration, sur le paysage, sur notre qualité de vie. Et aujourd'hui, on a une commission qui a été mise en place spécifiquement dans la coopérative carbone pour accompagner un groupe de citoyens qui portent un projet de séquestration carbone sur le territoire. Et alors cet exemple, c'est quoi? Ça s'appelle Forêt Bleue, donc c'est un groupe d'une dizaine de particuliers avec notamment des citoyens qui sont sociétaires dans la coopérative et qui veulent pouvoir développer de la plantation d'arbres avec objectif de plantation de forêt sur notre territoire pour le boiser davantage, pour changer le paysage et pour séquestrer finalement les émissions qu'on émettrait encore. Et alors ça, c'est un groupement de citoyens qui a entendu parler du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone et qui vous a sollicité? Exactement, qui s'est rapproché de sociétaires qui étaient déjà présents fondateurs, donc notamment Léa Nature, et qui a besoin finalement d'un support juridique, de communication, de construction de projet qu'on apporte. Ça simplifie les démarches de pouvoir apporter un cadre juridique dans lequel proposer et développer ces projets. D'accord, donc un accompagnement juridique, est-ce qu'il y a eu un accompagnement sur l'expertise ou est-ce qu'on plante? Comment on plante? Qu'est-ce qu'on plante? Ce groupe de travail a déjà des expertises en interne. Donc ensuite, on a tout ce process de labellisation, c'est-à-dire qu'on construit aussi nos méthodes sur le territoire pour vraiment garantir l'impact carbone. Et donc derrière, on remouline leurs propositions pour assurer le résultat carbone en fait, du projet. Bon, là, ils sont dans les clous. Ils sont dans les clous. Est-ce qu'il y a un accompagnement économique peut-être? Eh bien, l'accompagnement économique, il se traduit par la recherche de contributeurs carbone ou d'organismes qui font de la compensation carbone. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a évalué les réductions d'émissions qui allaient pouvoir être proposées par les projets, c'est de pouvoir aller rechercher des acteurs qui vont être actifs sur la partie contribution financière. Donc, soit des entreprises qui font leur compensation carbone ou des acteurs qui soient particuliers ou collectivités qui veulent contribuer sur ce projet, eh bien, on vend du crédit carbone local pour pouvoir financer le projet. Alors, oui, ça c'est un peu le système des quotas finalement? Absolument pas. Le système des quotas, c'est un système basé sur des obligations d'acteurs qui sont déjà polluants.
Et on les incite, on leur donne un droit à polluer qu'on va réduire petit à petit. On n'est absolument pas dans ce cadre-là. On est dans un cadre qui est uniquement volontaire, dans un cadre de compensation ou de contribution carbone, c'est-à-dire qu'un acteur décide de lui-même, dans le cadre de sa stratégie bas carbone ou de sa volonté d'être acteur sur un territoire, de compenser tout ou partie de ses émissions en finançant des projets environnementaux. On n'est sur aucune obligation, on est aujourd'hui sur uniquement du volontariat et de l'engagement, soit via des politiques RSE, soit la volonté de participer à un projet de territoire. Est-ce que, donc, on a parlé là de la contribution financière, du financement, de l'évaluation un petit peu. Il y a deux autres volets dans les missions de la coopérative carbone, c'est formation et RSE. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Alors la formation, elle intervient parce que l'objectif, ce n'est pas qu'on rende les différents acteurs du territoire dépendants aux accompagnements qu'on peut faire pour l'évaluation carbone, pour les accompagnements, c'est qu'ils montent en compétence, c'est que tout le monde monte en compétence pour pouvoir intervenir sur les briques techniques qui vont être peut-être un peu plus compliquées. Donc on propose de former les organisations, les équipes, pour qu'ils puissent appréhender les enjeux, la construction de leur outil d'évaluation, qu'ils puissent aboutir finalement à notamment des questionnements sur donner un prix interne au carbone dans son organisation ou des éléments de ce type-là, pour qu'ils montent en compétences et qu'ils soient de plus en plus autonomes et qu'on les accompagne sur les briques les plus difficiles et pour monter tout le monde en compétences. On ne va pas aboutir à du zéro émission nette si on est sur de la prestation permanente du forfait, de la récurrence de bilan carbone ou de l'automatisation de bilan carbone. Et ça fait maintenant 2 ans que vous avez été créé, vous avez un petit peu de recul. Est-ce que vous sentez que votre existence, ça attire un petit peu les foules, les acteurs économiques du territoire, ou même les particuliers ou associatifs? Alors en réalité, on n'existe que depuis Noël dernier, donc ça fait quelques mois. Mais c'est vrai que la démarche, elle a été initiée depuis quand même quelques temps maintenant. Aujourd'hui, on n'a pas eu besoin d'aller solliciter des parties prenantes. On voit que ça répond finalement à des évolutions sociétales ou à la question de qu'est-ce que je peux faire pour agir en faveur de l'environnement. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est un outil qui permet d'agir. Donc, on peut répondre à la question qu'est-ce que je peux faire, suivant quel que soit finalement son niveau d'avancement. Donc, aujourd'hui, les acteurs ont soit via la dynamique La Rochelle Territoire Zéro Carbone entendu parler du projet, ou soit le recherchent et finalement découvrent qu'il y a des outils qui se mettent en place pour ça. Une question qui me vient comme ça, si on prend un cas pratique, demain je veux me lancer dans une épicerie itinérante en vrac sur l'agglo. Est-ce que je peux solliciter votre aide? Sous quel angle? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, vous pouvez solliciter notre aide. Notamment, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un projet qui s'appelle AgriMob, qui nous permet d'accompagner des offres un peu alternatives, qui permettent d'encourager notamment des changements de mobilité ou des changements liés à de la logistique. Et donc, ce qu'on propose à ces offreurs de solutions, c'est de les évaluer, évidemment, sur le volet environnemental. C'est quand même notre cœur de métier, pour qu'ils puissent savoir ce qui est préférable de faire pour l'impact environnemental du projet, comment le construire, et puis avoir un peu son bilan de quel est le niveau de maturité environnementale du projet, ce qu'il peut faire pour l'améliorer, pour que l'activité qui se mette en place soit bien la plus compatible avec l'ambition du territoire. Je le disais en début d'interview, vous êtes une SCIC. Est-ce que c'est important? Alors je redis, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que ce statut-là, d'abord, ça veut dire quoi concrètement? Et est-ce que c'était important que ce soit ce statut pour la coopérative carbone? Alors c'était très important effectivement que ce soit ce statut pour plusieurs raisons. Alors déjà les SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, ça fait partie du cadre de l'économie sociale et solidaire parce qu'il y a des valeurs qui sont portées intrinsèques au statut qui sont déposées, intrinsèques aux objets qui sont portés par le système de la coopérative. Donc ça c'est un volet important. On a créé une structure qui est collective et qui doit servir les valeurs qu'elle propose sur le volet environnemental, mais aussi sur toutes les valeurs humaines et sociales qui sont portées à travers ça. Les intérêts de ce statut particulier par rapport au projet, c'est qu'il permet d'associer, d'un point de vue sociétaire, toutes les parties prenantes du territoire qui le souhaitent, des particuliers, des agriculteurs, des sociétés, des collectivités,
des associations, en fait, tous ceux qui ont envie d'agir, en fait, peuvent devenir sociétaires. Et que la gouvernance, elle est organisée pour qu'il y ait une place pour chacun. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc aujourd'hui, dès la création, on a associé évidemment tous les porteurs du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, plus des acteurs majeurs du territoire qui nous permettent de donner une visibilité forte et puis de vraiment déclencher cette dynamique-là. L'autre élément qui est aussi important, c'est que en tant que société coopérative d'intérêt collectif, au-delà d'associer ses parties prenantes et les bénéficiaires qui le souhaitent, c'est qu'on n'a pas vocation à enrichir les gens qui mettent du capital, on va dire, dans la société. L'objectif est que ça serve l'objet et l'intérêt de cette SCIC. Donc, de pouvoir à terme réinvestir dans des projets à vocation environnementale qui peuvent être un peu plus compliqués à sortir, un peu plus compliqués à valoriser économiquement avec les systèmes existants comme les crédits carbone. Et donc, on est dédié à servir la cause qu'on veut défendre. Et quand on a une part au sein d'une SCIC, on a une voix aussi lors des assemblées générales? Exactement. Et on a une place dans les assemblées générales, on a une voix dans les assemblées générales. On participe en fait à un collège, c'est-à-dire le collège qui va représenter la typologie de qui je suis en tant que sociétaire, que je sois salarié, que je sois une association, un agriculteur, une grande entreprise. Donc on a sa place. Et puis on a aussi la place pour aller proposer des projets, pour aller proposer des initiatives et donc créer des commissions ad hoc, c'est-à-dire sa propre mini-gouvernance dans les systèmes holacratiques de l'organisation vraiment décentralisée des sociétés. C'est de se dire on a aujourd'hui la capacité de laisser le pouvoir à ceux qui veulent porter les projets. Et donc ce système de commission finalement permet d'organiser pour que, en tant que particulier, en tant que citoyen, je suis sociétaire dans la coopérative carbone, et bien je peux proposer mon projet. Il y a un groupe de travail qui se constitue et je suis aidée pour le mettre en place. Toutes les voix sont égales? Alors, toutes les voix ne sont pas égales. Toutes les voix sont égales au sein d'un même collège. Ensuite, les voix sont finalement réparties suivant les collèges pour tenir compte, on va dire, de la pondération des différents acteurs, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre par rapport au nombre de voix et au nombre de parties prenantes. L'objectif de ce projet et une des missions de la coopérative, c'est de mesurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la compensation. Comment est-ce que vous allez travailler, parce que l'objectif c'est neutralité carbone en 2040, comment est-ce que vous allez travailler pour vous assurer que l'objectif est tenu certainement par étapes? Vous allez vous en assurer? Alors, nous, on ne va pas suivre l'objectif global du territoire. On ne va pas être capable de répondre à cette grosse question sur ce que tout le monde a fait et sur la qualité, on va dire la baisse du niveau d'incertitude sur le bilan carbone territorial. On va intégrer l'entrée par projet. On va additionner, on va agréger tous les projets qui se mettent en place et c'est cela qu'on va comptabiliser. Et donc, pour assurer finalement l'atteinte des objectifs, c'est pour ça qu'on a besoin de développement méthodologique. On construit les outils qui vont permettre d'assurer que les projets qu'on accompagne, ils ont cette garantie sur l'impact environnemental. Donc on rentre par le petit bout, c'est-à-dire par chaque porteur, chaque initiative qui va compter et qui va pouvoir s'agréger pour pouvoir permettre de donner des indications complémentaires sur l'atteinte des objectifs globaux du territoire. Si je peux rajouter un élément complémentaire, c'est qu'en fait, on agit en fait sur les deux volets qui sont cruciaux. Le volet du carbone fossile, en fait, c'est ce carbone millionnaire qu'on a stocké dans nos sols et qu'on est en train aujourd'hui finalement de brûler et qui est responsable de ce changement climatique. Donc on agit là-dessus, c'est tout ce qui est réduction d'émissions, donc ça c'est vraiment le volet important, comment chaque acteur va réduire. Et de l'autre côté, on développe le cycle du carbone naturel, c'est-à-dire comment on fait en sorte que notre environnement autour de nous va avoir la capacité de se régénérer et donc d'avoir ce cycle du carbone qui, lui, n'a pas d'impact climatique. Et en fait, c'est vraiment ces deux volets-là sur lesquels on essaye d'équilibrer et de pouvoir avancer au niveau de l'ensemble des acteurs parties prenantes. Alors là, sur le volet puits carbone, c'est ça, pour absorber les émissions, les grands réceptacles, ce sont les végétaux et l'océan, c'est ça? Il y en a d'autres? Et il y a les sols aussi. Les sols? Il y a les sols agricoles notamment, il y a les marais, tout ce qu'on appelle autour du carbone bleu. Aujourd'hui, ce sont des éléments pour lesquels on a des éléments d'évaluation, mais encore beaucoup de choses à construire. On a encore des étapes de recherche et développement pour pouvoir garantir l'impact, mais on sait aujourd'hui que dans des actions de transition agricole, ça permet finalement de développer de la vie dans ces sols. Ça va avec la séquestration du carbone. On a ces connexions-là qui sont fortes. Et du coup, c'est un indicateur qui est intéressant, y compris pour nous nourrir dans quelques années.
Ce que j'entends en fait, c'est qu'à travers ce projet, c'est aussi un moyen de développer un tas de réflexions scientifiques, de développer des hypothèses, enfin de tenter des choses quoi finalement. Exactement, et tenter des choses en essayant de ne pas passer 10 ans à le faire. Et donc de tenter avec plutôt un mode agile, donc construire des premiers éléments d'ordre méthodologique qui nous permet d'estimer, de voir une valeur même approximative de ce que ça peut gérer, et de le vérifier. Et en venant vérifier, on va éviter de réfléchir pendant 10 ans sur des constructions lourdes et de rentrer dans des débats scientifiques, on va juste le prouver par des mesures. Et ça, vous pouvez le prouver à quelle échelle de temps? Tout dépend des projets, puisqu'effectivement le carbone, il est quand même un peu connecté à la temporalité. On ne va pas parler de la séquestration carbone d'un brin d'herbe comme de celle au niveau d'un arbre ou de l'océan. Le cycle, il n'est pas le même, et donc effectivement c'est toujours un peu connecté à la temporalité. Alors, je reviens, pardon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas la bonne interlocutrice, mais à cette histoire de comment est-ce qu'on mesure les avancées en termes de réduction ou de séquestration du carbone, quelle est l'instance qui va valider ça, qui va observer les bons résultats, on espère? Alors déjà, par rapport au programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on a un peu notre tableau de bord suivi. Donc cet indicateur-là, il est remonté par rapport à l'ensemble des axes de travail que l'on mène, avec des incertitudes qu'on souhaite diminuer au maximum. Donc on a cet élément-là, c'est-à-dire vraiment notre pilotage global qui nous permet d'assurer le suivi, la mesure du résultat, dans le cadre notamment de ce plan d'investissement d'avenir. Le deuxième volet, c'est que finalement, on va aussi améliorer la manière dont on construit et dont on développe notre bilan carbone territorial. Au fur et à mesure du temps, finalement, il y aura des éléments qu'on n'avait pas au début, qu'on aura de plus en plus. Et enfin, il y a un troisième sujet qui est la mise en place d'une plateforme territoriale de la donnée qui est pilotée par l'agglomération de La Rochelle et qui a aussi cette fonction-là de pouvoir incrémenter toute cette donnée qui nous permettra d'en sortir le résultat final d'ici quelques années. On ira les voir. Et ce sera de la donnée scientifique, de la donnée citoyenne, j'imagine. Et de la donnée publique et de la donnée privée, ça permettra d'agréger tout ça. Est-ce que, j'ai encore deux questions, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter sur vos missions ou autres, des cas concrets qui vous viendraient à l'esprit, qui illustreraient bien le rôle que vous jouez, vous, Coopérative Carbone? Alors, je vais prendre l'exemple d'une société qui fait partie du programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone et qui a fait un aménagement d'une digue avec un procédé innovant qui s'appelle Géocorail et qui avait, dans le cadre de son procédé, des questions sur l'impact environnemental réel. A priori, il semblait intéressant, mais on a construit finalement pour cette entreprise-là l'outil tableau de bord qu'on a fait relire par l'ADEME pour pouvoir vérifier qu'effectivement, dans tel cadre d'activité, suivant l'ensemble des données du projet, l'impact environnemental était bon et avec le chiffre carbone derrière sur leur chantier. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est extrapoler pour pouvoir voir s'ils avaient aménagé toute la digue, quel aurait été l'impact carbone. Donc on teste aussi des solutions innovantes. J'ai deux questions qui viennent de là. La première, c'est que vous me donnez deux exemples concrets. À chaque fois, c'est des exemples de séquestration, finalement. Là, c'est de la réduction d'émissions. C'est-à-dire que le projet réduit par rapport à une solution de référence. On regarde ce qui aurait été fait sinon. Par exemple, on aurait fait des blocs de béton pour aménager la digue. Là, on est sur une calcification naturelle et donc on compare par rapport à ce qui aurait été fait, à l'usage. Donc on est sur de la réduction d'émissions et pas sur de la séquestration dans ce cadre-là. D'accord, je pensais que c'était le côté océan qui va capter. Mais pas non, voilà. Et vous avez évoqué l'ADEME, ça veut dire que... D'abord, est-ce qu'il y a d'autres coopératives carbone en France? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'autres coopératives carbone en France. On espère que ce principe en fait va se développer sur d'autres territoires parce qu'il a quand même l'avantage de pouvoir faire participer tous ceux qui veulent, de ne pas se dédouaner en confiant à des tiers complètement extérieurs aux politiques publiques, aux acteurs du territoire et de pouvoir faire participer chacun. Donc c'est vraiment dans les principes et dans la philosophie quelque chose d'assez important et on espère que du coup on aura toujours la place pour les territoires et que les autres territoires vont pouvoir aussi s'emparer de cette proposition qui est faite. Bah oui, pour vous, ça créera de l'émulation. Exactement. On pourra échanger, ça sera formidable. Exactement, et on fera des économies d'échelle sur les outils qu'on développe, sur les méthodes qu'on développe, que chacun se débrouille pour les faire et dépenser de l'argent public pour aller ressolliciter des aides, ça n'a aucun sens. Il faut dans ce cas-là, sur tout ce qui est support, réussir à collaborer. Et l'autre question qu'il y a avec celle-ci, c'est vous travaillez avec, j'ai entendu l'ADEME tout à l'heure, vous travaillez avec des experts
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, des entités qui Oui. connaissent le sujet. Alors évidemment, on a nous-mêmes une expertise au sein de l'équipe et en fonction des besoins, on va travailler avec d'autres experts sur les différentes thématiques. Donc effectivement, oui, notamment Carbone 4 que vous avez cité tout à l'heure, on travaille avec eux sur le développement d'une méthodologie sur la mobilité dans le cadre du label bas carbone, dans un cadre d'un projet partenarial qu'associe 7 autres partenaires. Voilà, en fonction des différents besoins, on va pouvoir s'appuyer sur ceux qui en savent plus que nous. Vous venez d'où? Comment est-ce que vous arrivez dans cette histoire, propulsée directrice générale de la coopérative? Alors, propulsée, je ne sais pas. Il n'y avait aucune connotation dans cette question. L'idée, c'était quelle est votre histoire et comment est-ce que vous arrivez dans ce projet? Alors, moi, je suis arrivée dans ce projet-là, puisqu'auparavant, j'étais dans l'association Atlantac, qui a fait partie des structures pilotes du démarrage, et je me suis occupée en tant que chef de projet de la première phase du montage, qui a permis de poser l'ambition pour le territoire et de la proposer aux élus et de poser le cap du zéro émission net. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que le concept d'un agrégateur carbone, de quelque chose qui permette de répondre aux questions qu'on avait sur comment on va rendre crédible cette ambition, est venu. Et depuis, bien finalement, d'études de faisabilité, de creusage de sujets, finalement, je n'ai pas lâché ce projet qui m'a passionnée. Vous avez une formation scientifique? Oui. Oui. Avant la dernière question piège, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter qui vous paraîtrait important de dire ou de faire figurer dans ce documentaire? Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment le volet dynamique d'un territoire. Le fait que certains se lancent, ça permet de donner envie aussi de montrer que c'est possible, de montrer qu'on n'a pas forcément de raison de venir déprimer, de montrer qu'on est en capacité d'agir, que ce changement climatique ne nous met pas qu'en situation d'impuissance et qu'il faut en fait qu'on peut bouger et qu'on peut faire des choses. Donc ça, pour moi, ce volet dynamique local est très important et que chacun a sa part. En fait, chacun peut faire quelque chose et que c'est comme ça en fait que ça pourra faire vraiment cet effet boule de neige. Vous êtes formidable depuis 3-4 questions sur les transitions, parce que la dernière, on est dans la transition écologique et solidaire, en même temps vous me direz la dernière question, c'est le cap, c'est neutralité carbone en 2040. Comment est-ce que vous rêvez, vous, La Rochelle en 2040? Comment je rêve La Rochelle en 2040? Je l'imagine non inondée, parce qu'on a quand même cette difficulté-là et ces aléas climatiques qui sont quand même dangereux pour notre territoire. Je l'imagine avec un paysage beaucoup plus arboré, avec beaucoup de haies bocagères, avec des changements agroécologiques importants, avec notre capacité de se nourrir grâce aux agriculteurs du territoire. J'imagine peu de voitures en ville et beaucoup de développement de transport collectif, de mutualisation pour ne plus voir ce carbone brûler un petit peu partout. Et évidemment, j'imagine aussi beaucoup plus de collaboratifs et de collectifs et que sans cette dynamique et ce partage de mutualisation de ressources et de mutualisation d'envie, ce volet social qu'on porte dans les valeurs, sans ce volet social, on n'y arriverait pas. Donc je le rêve social. Et entre nous, personne ne le verra, vous pensez que La Rochelle Territoire Zéro Carbone est un bon socle pour ça? Oui, je pense que c'est un bon socle pour ça, puisque finalement on a déjà réussi à avancer, à proposer des projets, on a réussi à montrer qu'une coopérative carbone, ça pouvait se mettre en place, ça pouvait se créer, et aujourd'hui on voit que ça permet de répondre à pas mal de questions d'acteurs. Bon, on a hâte d'être dans votre Rochelle 2040 alors. Merci beaucoup. Merci à vous.